Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Enfin, je vais vous raconter la traversée, cette fameuse traversée. J'ai mis du temps à faire cette vidéo, je sais. J'étais un peu sur un petit nuage et en même temps, j'avais pas trop imprimé ce que j'avais réussi à faire. Et puis après, la reprise de la vie, du boulot, des déplacements, etc. Donc, trouver le temps de pouvoir tourner cette vidéo. Ça y est, nous sommes juste après le semi-marathon de Bordeaux, là, que je viens de faire ce matin. Et donc, du coup, je vais enfin vous raconter cette traversée. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Dans un premier temps, je vais vous raconter un peu l'origine du projet, je vais vous raconter aussi comment ça s'est passé et après je vais répondre à vos questions. Si vous voulez, vous pouvez très bien me mettre en fond, écouter juste ma voix, faire du ménage pendant ce temps-là, faire autre chose pendant ce temps-là ou juste m'écouter. Voilà, vous pouvez aussi me regarder si vous voulez. Mais moi, des fois, c'est ce que je fais sur les vidéos YouTube. Voilà. Alors déjà, l'origine du projet. Donc je suis partie de Calais, donc chez mes grands-parents, je suis arrivée à Lisbonne chez ma sœur. J'avais envie de faire ça, c'était pour mélanger entre guillemets, donc attention des grosses guillemets, c'était pour des vacances, pour visiter 3 pays, pour voir ma famille, mes amis et du coup faire du sport, donc faire du vélo. Il faut savoir aussi que je me suis pas lancée comme ça dans autant de kilomètres le nez au vent. J'ai déjà fait pas mal de vélo lorsque je prépare des Ironman, donc des 180 kilomètres en vélo, j'en ai déjà fait pas mal. J'avais déjà fait plusieurs fois Paris-Bordeaux en vélo, donc c'est un peu moins de 600 kilomètres. J'avais déjà fait aussi Calais-Saint-Ceb en vélo, donc c'est 1000 kilomètres et là du coup je m'attaquais à plus gros, donc 2200 à la base qui s'est transformé en 2270. Je vous promets que les 70 derniers kilomètres, ils sont importants. Donc pour les chiffres, c'est 11 jours, 15 000 de D+, 2270 kilomètres à vélo. J'avais des journées à 265 kilomètres. Ma plus petite journée a été de 144 kilomètres. Je vais déjà vous expliquer comment j'ai fait le tracé. C'est une question que vous m'avez beaucoup posée, mais du coup, je pense que c'est important d'y répondre un petit peu en avant pour que vous compreniez un petit peu le process. Le tracé, donc du coup, j'ai mis un point donc, chez mes grands-parents et j'ai mis un point à Lisbonne. Voilà, donc de base 2200 kilomètres. Je m'étais dit en moyenne 200 kilomètres par jour. Je trouvais que c'était plutôt OK, 200 kilomètres pendant 11 jours, c'était ambitieux, mais voilà. Une fois que j'ai commencé donc en partir de chez mes grands-parents, mettre 200, puis après mon point d'arrivée 200 et 200 et 200 et tout ça, j'ai plutôt revu un petit peu mon parcours. Je me suis dit que la première étape, c'était cool d'arriver directement à Paris, mais sauf que de chez mes grands-parents à Paris, ça fait déjà 256 ou 258 kilomètres. Donc déjà, la première journée allait être grosse. Après, je me suis dit que je vais pouvoir rattraper sur les autres jours et surtout, j'ai vu qu'en Espagne, en fait, je pouvais pas m'arrêter tous les 200 kilomètres dans le sens où il y avait aucune ville ou grosse ville pour dormir ou autre, si j'ai des problèmes sur mon vélo, et cetera. C'est vraiment le no man's land, voilà. Donc je vous mets les étapes ici. Donc voilà, ça vous permet de voir un petit peu le nombre de kilomètres par rapport aussi au dénivelé. Donc j'avais tout mon tracé prévu, tous mes itinéraires de préparer. J'ai fait du coup la grande trace sur Komoot, je sais jamais comment on dit. Et après j'ai pris chaque segment, chaque journée que j'ai mis sur Strava. Et sur Strava, en fait, ça m'a permis de réajuster où j'allais passer, de faire plutôt passer dans un endroit qui était mieux. Je crois que j'ai mis l'option du coup vélo de route, des fois le moins de dénivelé possible, des fois le plus de dénivelé, parce que par rapport au kilométrage, j'ai vérifié s'il me faisait prendre des ponts, si les ponts étaient ouverts, j'ai dû me renseigner sur ça aussi, si c'était accessible en vélo. J'ai vraiment beaucoup travaillé mon parcours. Encore une fois, merci beaucoup à JB qui m'a beaucoup aidée, sur ça, qui s'y connaît beaucoup. J'ai beaucoup travaillé le tracé. Il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions, comment j'ai fait et cetera pour me retrouver et du coup, tous mes itinéraires étaient sur mon Garmin. Une question aussi qu'on m'a beaucoup posée, c'est comment j'ai fait pour, garder tout dans mon Garmin. En fait, en gros, j'ai déclenché mon activité le matin, donc le lundi matin, démarrer, clac, je rentrais l'itinéraire du jour, je faisais l'itinéraire du jour. Une fois à la fin, je faisais pause sur mon Garmin, juste pause, j'éteignais mon Garmin. Le lendemain, je rallumais mon Garmin, je mettais la trace numéro 2 du jour 2 et je remettais play. Et du coup, je repartais du coup avec le tracé de la veille qui avait été effectué, les kilomètres de la veille, et du coup avec le tracé du jour. À la fin du deuxième jour, je faisais pause, j'éteignais mon Garmin, je le rallumais le lendemain, j'allais chercher la trace numéro 3, je refaisais play et je repartais. Je sais pas si c'est très clair ou pas, mais du coup, c'est comme ça que j'ai fait avec une seule trace. J'avais quand même en sécurité sur ma montre aussi, tous les jours, j'enregistrais l'activité de chaque aussi itinéraire. Si vous voulez aussi les itinéraires, chaque itinéraire, chaque tracé GPX, je peux vous les donner. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta, avec grand plaisir, je pourrais vous envoyer ça si vous voulez. Au niveau du matériel, j'ai dû réajuster aussi parce que en gros, avec Chloé, on devait partir en septembre. Il faut savoir que sans Chloé, j'aurais jamais pu faire cette trace.
Chloé me suivait du coup, elle était en assistance en voiture du coup le soir, donc je partais le matin. Souvent je la retrouvais, au kilomètre 100 ou 120 et à la fin de la journée où je la revoyais une deuxième fois, donc je la voyais 1 à 2 fois par jour et du coup ça me permettait de manger, elle pouvait prendre mes affaires et cetera et ça franchement c'est un vrai luxe et surtout c'est trop cool, ça nous a permis de passer du temps ensemble en tant que copine, meilleure amie et ça franchement c'est juste trop cool. Du coup, niveau de matériel, comme je disais, de base, on devait partir en septembre. Finalement, il y a eu des retournements de situation pour Chloé. Et puis finalement, moi, je me suis rendu compte qu'en septembre, je faisais ma rentrée aussi en tant que coach sportif. Il y a beaucoup de gens qui prenaient des sessions coaching du coup en septembre. J'avais envie aussi d'être là pour les gens. Sauf qu'en fait, ça voulait dire partir en octobre. Octobre, ça voulait dire météo moins bonne. De base, pourtant, j'ai eu que du soleil, mais plus froid. Le matin, quand je partais, il pouvait faire jusqu'à 6 degrés le matin et l'après-midi jusqu'à 25, 27, voire peut-être des fois 30 degrés en Espagne. Du coup, le différentiel était très intense. Le corps, il comprend pas trop. Donc ça a été plutôt compliqué. J'ai dû réajuster, etc. Comme je l'avais déjà dit sur Insta, j'ai travaillé avec la marque Velor. Ça fait longtemps que j'utilise leur cuissard, etc. Je ne suis pas du tout sponsorisée par Velor pour vous en parler. J'ai pas forcément d'intérêt ou pas. Juste, en fait, moi, j'ai adoré leur cuissard. J'ai adoré aussi le cuissard long hiver. Le pad est top, même leur haut et tout. Donc très bien. La veste hiver aussi. Ça m'a beaucoup aidé. Voilà, du coup, je vous fais un retour hyper honnête, sans être biaisé par des contrats de marque ou autre chose. Voilà, vraiment, c'est hyper honnête. Vous pouvez y aller, en tout cas, les yeux fermés. En premier, un petit maillot. Des chaussettes livres, forcément. Je mets ça. Et après, veste hiver. Et c'est vraiment chouette parce que sur la veste hiver vélo, ici, il y a des poches derrière. Et du coup, je peux mettre presque ma maison. Je mets un tout petit legging très fin dessus pour le froid juste avant pour partir. Et après, du coup, quand on descendra, je mettrai tout, quoi. Donc en gros comment ça s'est passé? Donc on est parti de chez mes grands-parents. Moi j'étais hyper contente de partir, de chez mes grands-parents. L'histoire est un peu jolie. En plus c'est là où j'ai dormi, quand j'ai fait l'Enduroman après avoir traversé la Manche à la nage. C'est là que j'ai dormi chez ma mamie. C'est toujours un peu, hyper symbolique comme lieu pour moi. Jour 1. Comment tu te sens? Bon les gars, on est parti jour 1. J'ai hâte, c'est le début de l'aventure. Je sais pas trop à quoi m'attendre, même si je sais plus ou moins. Vous entendez, il y a du vent. Je crois qu'il est favorable pour une fois. Allez, c'est parti. Donc on est parti, le premier jour s'est bien passé, j'étais bien. C'était long parce que c'était une grosse journée, un petit 260 km. À la fin, il y a Johan, mon pote, qui m'a retrouvée. On a dormi chez lui. Là, on avait coché la case amis. Donc ça, c'était vraiment chouette de pouvoir passer du temps avec lui, d'être super bien accueilli. Encore merci beaucoup à Yo et Bénédicte. Franchement, c'était trop cool de pouvoir dîner aussi avec eux, de passer du temps avec eux. Et du coup, ça me permettait aussi de voir mes potes comme ça. C'est trop cool. Le lendemain, Yo m'a accompagnée sur les 30 premiers kilomètres. C'était une journée à 210-220 km. Voilà, donc on commençait un petit peu à redescendre. Ça s'est bien passé, franchement c'était OK, franchement très bien. On va partir pour aujourd'hui. Je suis accompagnée pour le début. N'oublie pas être vue, petite lumière, sourire aussi. Regarde comme c'est beau derrière. Il y a Yo qui vient juste de me laisser. Et hop, je continue tranquillou. Pour le 4e jour, je suis arrivée chez mes parents. C'était une petite journée à 144 km. Et ça, c'était vraiment chouette de pouvoir profiter un peu de mes parents, de me reposer aussi, parce que j'avais déjà fait 3 premières grosses journées, 4 journées. Donc de me reposer dans le lieu où je vais en vacances, près de la mer. Voilà, donc avec Chloé, on s'est bien reposé. C'était vraiment, vraiment chouette. Donc le jour d'après, je suis arrivée à Bordeaux. Là, il y a les copains qui sont venus me retrouver sur la fin. C'était vraiment trop cool de pouvoir les retrouver. Et en fait, là, j'étais hyper surprise parce que j'étais bien, j'allais bien, j'avais aucune envie de m'arrêter. Je me suis jamais dit: «C'est long, qu'est-ce que je fais là? Je me sens pas bien» ou «C'est dur». Oui, c'est dur, c'était pas facile, mais j'ai pas trouvé ça horriblement dur et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, quand est-ce qu'il y a une merde qui arrive, quoi?» parce que tout allait plutôt bien, on va dire. Donc ça, franchement, c'était vraiment trop chouette. Et après, départ, du coup, le 6e jour, départ, dans le sud, sur, Biarritz, Cabreton, Hossegor et cetera.
Donc ça, c'était chouette, on se rapprochait de l'Espagne. Le 7e jour, j'ai passé la frontière espagnole. Arrivé en Espagne, les routes sont incroyables. Franchement, les paysages sont magnifiques. Même déjà en France, hein, je l'ai pas dit, mais en France, les paysages sont magnifiques. On pense toujours à aller en vacances à l'étranger, etc. Mais la France est un pays magnifique. Franchement, c'était extra. Vraiment bien. Puis les jours se sont enchaînés en Espagne. Là, ça commençait à monter. L'Espagne, moi, ce qui me faisait vraiment très, très peur, c'est que du coup, j'arrivais sur des kilométrages que je ne connaissais pas. J'avais jamais passé plus de 1000 kilomètres en quelques jours. Voilà, et donc là, on arrivait sur du gros dénivelé en Espagne, comme vous pouvez le voir ici. C'était pas évident. J'ai vraiment pris mon temps. J'ai pris vraiment le temps de bien manger, bien m'alimenter, etc., faire des bonnes pauses. C'était cool aussi avec on découvrait les villes le soir. C'était vraiment top. Entre Victoria-Gasteiz, Salamanque. Enfin, il y a plein de villes qu'on a découvertes qui étaient vraiment top. La culture espagnole, la bouffe espagnole. Voilà, non, franchement, c'était trop cool. Et après, donc le 10e jour, j'ai passé la frontière portugaise et ça, c'était trop cool. Sauf que les Portugais n'aiment pas du tout les cyclistes. Enfin, les routes portugaises, c'est pas du tout adapté aux cyclistes. Les camions, c'est même pas qu'ils vous klaxonnent parce que vous êtes sur le bord de la route, ils klaxonnent même pas, hein. Ils vous frôlent vraiment. Moi, j'ai eu vraiment très peur au Portugal, alors qu'en France et en Espagne, pas du tout. J'ai jamais eu peur en vélo. Je pense aussi, c'est peut-être le fait de rouler seule aussi. Et après, donc arrivé au Portugal, je commençais vraiment à me dire, mais je vais vraiment le faire, quoi. Bon les gars, 247 km. J'arrive bientôt. Punaise, on va le faire, hein. J'ai trop hâte de retrouver Clo-Clo là, ma soeur qui est là à l'arrivée. On va encore le soleil à la fin, les voitures, mais c'est assez challengeant, mais on va le faire. On va le faire, les gars. En fait, c'est très bizarre parce que ce genre de projet sportif et de challenge sportif, on ne sait pas si on va arriver au bout. Un marathon, un semi-marathon, on sait entre guillemets forcément qu'on va arriver au bout, sauf si on est blessé, mais en général dans le sens où même si on n'atteint pas son objectif de vitesse, on va le finir en marchant moins vite ou autre. Là, je savais pas si j'allais m'arrêter, si j'allais... si je vais pas pouvoir continuer du tout, si j'étais pas bien, si j'avais un problème sur mon vélo, enfin voilà, si j'allais avoir un gros problème au niveau des genoux, des hanches, etc., qui allait devoir me faire arrêter complètement. J'étais vraiment dans l'inconnu par rapport à ça. Donc du coup, c'était assez challengeant sur ça. Et donc du coup, je me suis dit, mais là, j'arrive au Portugal, demain, j'arrive à Lisbonne, c'est fou, quoi. Enfin, franchement, c'était dingue. Et puis avec Chloé, on s'est dit, mais on va le faire, en fait. Enfin, c'est dingue, c'est un projet quand même de se dire, en fait, en 11 jours, on rallie le nord de la France à Lisbonne, en vélo, quoi. Enfin, c'est quand même dingue. On a passé des trop bons moments, on avait des playlists ensemble et tout. Franchement, j'ai passé un bon moment avec ma meilleure amie. Il faut pas oublier que Chloé, c'est ma meilleure amie. C'est mon agent, mon manager, mon associé, mais c'est aussi ma meilleure amie et c'est trop cool de passer des moments ensemble sur ça. J'ai vraiment de la chance de l'avoir dans ma vie et ça, franchement, vraiment énormément, qui me suit dans mes projets, etc. Et c'est des projets qui deviennent des projets communs en fait. Donc ça, c'est vraiment top. Donc on arrive au Portugal. Ma soeur qui m'a retrouvée, c'était trop chouette franchement de passer du temps avec elle, qu'elle soit là à l'arrivée. Elle a fait une banderole et tout, c'était incroyable. Franchement, c'est trop cool. Non, franchement, j'étais hyper heureuse d'arriver à ce projet avec sans trop grande difficulté, encore une fois. Je suis toujours hyper surprise de me dire mais comment j'ai fait pour y arriver, entre guillemets, sans grande difficulté. Attention, je dis pas que c'était facile, très loin de là. Mais je pensais que j'allais avoir des journées où j'allais m'arrêter sur la route, pleurer, devoir m'arrêter, dormir l'après-midi. J'avais prévu un jour et demi de rab en me disant, si ça se trouve un jour je prends pas le départ, etc. En fait, tout s'est enchaîné, c'était fluide. Franchement, on était trop contentes. Il faut savoir quand même que je me suis quand même beaucoup écoutée. Je faisais attention quand même à ma vigilance au niveau de la fatigue. Par exemple, le dernier jour, j'ai fait une pause à 17 km de l'arrivée parce qu'il fallait que je fasse une pause. Déjà, il y avait les voitures et tout. Et en fait, j'ai vraiment pris le temps. Je me suis beaucoup écoutée. J'ai pas été au-delà de mes limites. Je pense que je suis assez contente parce que je mets des guillemets parce que en gros, je trouve que j'ai respecté mon corps, j'ai respecté ma santé. Alors vous allez me dire, on ne respecte pas son corps quand on fait 2000 bornes en vélo en jour, mais dans le sens où j'ai pas joué avec mes limites, je me suis pas sentie en danger, je me suis pas sous-alimentée, je me suis vraiment très bien alimentée, j'ai même presque pas perdu de poids. Moi qui pensais en perdre beaucoup, ce qui aurait été logique, mais j'ai vraiment bien mangé sur ça. À savoir qu'en plus, moi j'ai un passé un peu compliqué avec la bouffe, donc franchement j'étais hyper contente sur ça. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, forcément c'est la présence de Chloé, mais aussi la météo. J'ai pas eu de la pluie, j'ai eu un jour un peu du brouillard avec beaucoup d'humidité. Et franchement, pas de problème mécanique, j'ai pas crevé une fois, donc incroyable. Franchement, c'est vraiment, vraiment chouette et je suis très contente d'être arrivée au bout. Voilà.
trop mignon. Hello Vendôme! On dort à Vendôme ce soir. Clo, elle a trouvé une roulotte pour nous ce soir. C'est à peu près à 45 km d'ici. Et franchement, ça va être pas trop mal. Je crois qu'en plus, il y a un jacuzzi. Voilà. Donc au final, je suis vraiment très contente d'avoir pu partager ce moment avec ma meilleure amie. Très contente d'avoir pu aussi vous le partager. J'ai l'impression que je vous ai pas énormément partagé de choses, alors qu'en fait, avec le recul, j'ai vu quand même, il y a quand même pas mal de stories, etc. Je passais entre 10 et 12 heures sur mon vélo tous les jours. Et il y avait près de 4-5 stories dans la journée. Donc le ratio était pas énorme. Pourtant, c'était trop cool. J'ai pu vous partager un peu mon aventure, je pense. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'un point de vue personnel. Je suis pas du tout là pour me plaindre. Je suis pas du tout là pour amener des ondes négatives, etc. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont peut-être inspirés par ce que je fais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent. Et j'ai aussi envie de montrer les vraies choses. Les réseaux sociaux, c'est pas toujours facile. Et c'est pas que des records, c'est pas que des sourires, c'est pas que des matins, on se lève, on a envie d'aller courir. L'année 2025 a été très challengeante pour moi. Le début d'année a été horrible. Horrible. C'était pas facile. J'ai vécu des choses personnelles qui m'ont beaucoup retournée en tant qu'individu. Enfin, c'était pas simple et pareil, je suis pas là pour me plaindre et cetera. On a chacun nos problèmes, on a chacun nos histoires. Peut-être qu'un jour je m'exprimerai là-dessus parce que je pense que c'est des choses qui nous touchent. On n'en parle pas beaucoup et je suis assez fière de moi parce que je suis arrivée où je suis maintenant. Alors que franchement, c'était pas simple et je souhaite à personne de vivre ça, même à ma pire ennemie et hem et voilà, je suis là et je suis arrivée au bout de cette traversée. Voilà. Allez, je vais répondre à vos questions maintenant. Hop. Alors, on m'a demandé quel était mon vélo. Donc j'ai pris mon vélo Liv, le Languma. C'est mon vélo de route. Je n'ai pas mis les prolongateurs dessus, j'étais à l'aise sans. Je préférais me mettre sur les cocottes et j'étais très bien comme ça. J'ai pas eu de problème de dos, j'ai eu mal nulle part. Le seul endroit où j'ai eu enfin mal, c'était pas vraiment, mais c'est là, je pense, le fait d'être beaucoup sur le guidon. C'est pas vraiment mal, mais franchement, ça va. Comment faisais-tu pour les logements? Alors, pour les logements, comme j'avais Chloé avec moi, ce qui était trop cool, c'est que moi, j'avais prévu mes étapes où je finissais dans une grosse ville ou un gros village. Voilà. J'avais regardé aussi que dans les villages qu'il y ait soit Booking, soit des Airbnb, soit des petits trucs, des chambres d'hôtes ou des trucs où on pouvait éventuellement dormir. Si je décidais de faire la journée entière, aux 3/4 de la journée, je disais à Chloé: «OK, on s'arrête ce soir là où on a prévu de s'arrêter» et là, elle regardait le logement. Là, elle réservait en amont ou des fois, on réservait la veille, ça dépendait. Mais vraiment, moi, je voulais pas m'embêter, je voulais pas me stresser en me disant: «Non, mais il faut que j'aille jusqu'au logement parce que, bah, on a réservé». Pour moi, c'est trop stressant, c'est trop dangereux. Je voulais vraiment me sentir libre d'arrêter quand je voulais si j'avais un problème. Donc on réservait comme ça et c'était cool. Donc en fait, Chloé arrivait, franchement, elle était trop mignonne, elle préparait mes bottes, elle préparait tout et tout pour récupérer. Enfin vraiment top, 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 top. Et le lendemain, du coup, bah, moi, je partais et puis du coup, elle closait le Airbnb enfin vraiment, elle a été géniale, la petite fée et tout. Franchement, c'était trop cool. Donc voilà comment on faisait. Prochaine question, quelles lunettes je portais? Alors le matin, je portais des lunettes, roses, enfin des lunettes roses, des lunettes, on va dire sans protection et cetera, enfin dans le sens où c'était juste pour la nuit et après j'avais des haut-clés, donc les 2 c'était des haut-clés, qui étaient vraiment hyper couvrantes, hyper bien avec un élastique sur le côté, franchement, vraiment top. La question qu'on m'a beaucoup posée, comment j'ai fait pour mes douleurs au niveau de l'entrejambe, au niveau des fesses? J'avais très peur de ça, j'avais très peur de ces douleurs, j'avais très peur de ce qu'on peut pas trop gérer et c'est sûr que oui, quand on fait beaucoup de vélo, on a assez mal à l'entrejambe. En vrai, les premiers jours, ça allait. Après 3e, 4e, 5e jour, je commençais vraiment à avoir des irritations. J'ai été à la pharmacie, j'ai demandé de la crème bébé, de la Bépantène. Bépantène, enfin ce qu'on m'a vraiment conseillé, c'était vraiment top et à la fin, franchement, j'avais plus mal. Je pense aussi que j'avais des très bons cuissards, les cuissards Velor, encore une fois, moi, j'en suis convaincue, je ne suis pas payée pour vous en parler, mais vraiment, je vous dis, ils sont vraiment top, le pad est vraiment bien. Moi, j'étais très contente et très satisfaite, donc la crème bébé, c'est vraiment top. Prochaine question, comment je me suis sentie émotionnellement pendant le trajet? Bah, c'est vrai que je suis passée par différentes phases, un peu comme je vous ai raconté aussi un petit peu avant, mais bah, le matin, tous les matins, j'étais trop contente de prendre la route. Tous les matins, mon réveil sonnait, j'étais trop bien, je vais monter sur mon vélo. Il n'y a pas un matin où je me suis dit: «J'ai la flemme, j'ai pas envie». Tous les matins, je me suis dit:
Mais attends, mais là déjà, je vais passer 3 heures dans la nuit noire. Le matin, c'est vraiment la nuit noire, sans personne. Je vais voir un lever de soleil incroyable. Je suis la seule au monde de ce point de vue-là à voir ce lever de soleil. C'est juste trop ouf en fait. Et j'ai toujours à me dire, j'ai trop de chance d'avoir un corps en bonne santé qui me permet de vivre ça, qui me permet de faire ça. Tous les matins, j'étais trop contente de découvrir des nouveaux paysages. J'allais être trop contente aussi de voir Chloé sur les pauses, de pouvoir rigoler avec elle, de pouvoir échanger sur les paysages qu'on voyait. Franchement, il y a pas un moment, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fous là?» quoi. Franchement, c'était juste lunaire, les paysages, c'était dingue et donc du coup, après, bah, je réfléchissais beaucoup, je repensais à plein de choses, des fois, je pensais à rien, des fois, faisais mes calculs dans ma tête: «Alors là, j'ai fait tant de kilomètres, il me reste ça, il me reste ça, il me reste ça». Donc non, franchement, j'ai passé vraiment un très bon moment avec moi-même, comme je dis. C'était trop cool de passer du temps avec moi. J'ai trop aimé ma présence. J'étais pas toute seule, j'étais sur mon vélo. On n'est jamais seul sur un vélo. Prochaine question, on me demande si j'ai jamais eu peur le matin dans la nuit ou même sur mon vélo. Non, j'ai jamais eu peur sur mon vélo, même toute seule en plein milieu de nulle part. Et au moment, j'étais pas rassurée, j'entendais des bruits d'animaux. Vraiment, je me suis dit: «Bon, c'est quoi ça? Je vais avoir un serpent, quelqu'un qui va me sauter dessus, j'en sais rien». Mais non, non, franchement, j'ai jamais eu peur, je me suis jamais sentie en insécurité. Comme je dis toujours, souvent on me le dit: «Mais tu as pas peur d'aller courir le matin à 6 heures du matin?» Non, j'ai moins peur d'aller courir à 6 heures du matin ou d'être au milieu de l'Espagne en vélo à 5 heures du matin, que de sortir dans la rue des fois à 22h30 ou 23 heures ou de sortir de boîte, quand on a un peu bu ou quand on est un peu bourré. Non, je pense que c'est moins dangereux. Après, tout peut arriver, il faut faire attention, surtout maintenant, des fois, on voit des choses, un peu cheloues, mais voilà. On me demande comment j'ai fait pour pas avoir mal nulle part. Alors, j'ai eu mal un petit peu à l'entrejambe, mais un petit peu là, mais clairement rien du tout. Je pense que j'ai fait une bonne préparation sans prétention. J'avais l'impression de pas m'être assez préparée, ça c'est sûr. Je pense avec le recul que je me suis bien préparée. Puis j'avais vraiment aussi ce rituel de me dire: «Je rentre, je mets toutes mes lumières à charger, après je prends ma douche, je mets ma crème à l'entrejambe, je récupère, je me mets dans les bottes et après je fais mes stories et je préviens, les gens, je parle et cetera». J'ai vraiment privilégié vraiment ma récup, mon alimentation et cetera, vraiment avant toutes les choses à côté. Je pense aussi que de faire du renforcer mon dos, renforcer mes bras, faire de la muscu, ça m'a beaucoup aidée de me sentir entre guillemets «un peu forte». Voilà, j'ai pas couru du tout, bah, pendant un moment, hein, ça c'est sûr, mais du coup je pense que je m'étais bien préparée et bien entraînée. Prochaine question, on me demande qu'est-ce qui a été le plus dur mentalement? Mentalement, franchement, c'était pas dur mentalement, enfin, des fois je me dis: «Mais on va me prendre pour qui à dire ça?» Franchement, c'est dingue et même moi j'en suis hyper surprise, c'était pas dur mentalement, quoi. C'était long, c'était pas facile, c'est sûr, mais mentalement, je me suis jamais battue contre mon mental et même moi, j'ai pas eu ce truc de j'allais chercher un truc au fond de moi et je l'ai pas forcément trouvé parce que c'était difficile, mais c'était pas horrible, en fait. C'est pas la chose la plus dure que j'ai faite. Peut-être la plus longue que j'ai faite, c'est sûr, mais voilà. Prochaine question, on me demande comment tu faisais pour récupérer le soir? Bah, déjà, j'arrivais, je mangeais, je buvais beaucoup, aussi donc j'avais Jolt. Jolt m'ont envoyé des bottes avant qui sont top. Jolt, merci, vous êtes incroyables. En plus, vous avez été super actifs. J'avais un pistolet de massage, ça, je m'en suis jamais servi. Je pense que je vais m'en servir là plutôt dans ma prépa marathon, mais les bottes de récup sont incroyables. Je pouvais gérer ma pression, mon temps de récup et cetera. Et ça m'a alors je dis pas que ça m'a sauvé la vie, mais ça m'a beaucoup aidée, c'était vraiment top. Surtout que les premiers jours, forcément, c'est pas drôle, mais les premiers jours, j'avais mes règles, voilà. J'ai expérimenté le fait de changer ma protection hygiénique au milieu des champs des tracteurs, voilà. Mais bon, écoutez, on est honnête ici, on raconte tout, mais donc du coup, j'avais les jambes vraiment gonflées, un peu de on va dire, bah, déjà avec le vélo, mais en plus, la rétention d'eau et cetera, quand on a ses règles, c'est pas ouf. Voilà, bref, mais donc du coup, Jolt, vraiment merci, vous êtes des amours, c'était top, elles sont géniales ces bottes. Je sais que c'est un coût, je sais que c'est pas donné, mais franchement, c'est un investissement, que vous allez très vite rentabiliser si vous faites pas mal de sport et cetera. Franchement, dans la récupération, il y a pas de secret. La première chose, c'est dormir et manger. N'allez pas chercher autre part. Dormir, manger. Après, pour moi, c'est ma vision des choses, les bottes de récup sont vraiment top, vraiment. Peut-être des douches froides et cetera. Chacun sa vision des choses, mais moi, c'est ce que je vous dirais en tout cas. On me dit: «Mais il y avait personne sur les routes». Alors déjà, il faut savoir que sur les stories que vous avez vues, il y a pas de personne sur les routes parce que quand il y a des voitures, je ne sors pas mon téléphone et je ne filme pas. Donc clairement, j'ai pas croisé beaucoup de voitures. Je passais vraiment dans des routes, des itinéraires. Des fois, je croisais personne pendant 5, 6 heures. Vraiment personne, j'étais seule au monde. Il y a eu un moment où je suis passée, j'avais plus de réseau. Il y a des vautours autour de moi et des carcasses de vaches à côté de moi. Je me suis dit: «Non mais là, si je meurs, c'est fini en fait». Mais du coup, en fait, quand il y a des voitures, bah, je sors pas mon téléphone pour filmer, pour faire mes stories et cetera. Je laisse mon téléphone dans mon dos, je sors mon téléphone quand je suis en sécurité, quand il y a pas de voiture autour de moi, voilà.
Prochaine question, comment je gérais les montées? Du coup, dans les montées, je montais très lentement, vraiment très, 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 très lentement. On est tous le lent de quelqu'un et le rapide de quelqu'un, hein, mais c'est sûr que clairement, j'ai pas été vite par rapport à mes vitesses de course. Moi, souvent, j'ai des idées de watts, des idées de kilomètres-heure par rapport aux courses que je fais, que ce soit sur triathlon. Et là, du coup, c'est complètement différent. C'est pas du tout la même chose. C'est limite même pas le même sport. Donc, c'était vraiment différent. Ça m'a beaucoup appris en tant que cycliste. Au final, j'ai roulé à 23 km/h. Et c'est vraiment bien. Je pensais rouler beaucoup moins vite. Donc voilà. Comment tu faisais sur la nutrition? Sur la nutrition, du coup, j'avais dit un petit peu en story, j'ai essayé de vous montrer un petit peu. Franchement, je mangeais bien le matin, je mangeais tout ce qui est œufs, avocats le matin, du pain et cetera. Dans la matinée, je m'étais fait des petits sandwichs aussi. Donc j'avais des sandwichs, je mangeais des bars, donc les bars NutriPure qui sont vraiment top, les coco vanille, je les ai beaucoup mangés. Aussi, du salé, du fromage. J'avais beaucoup d'électrolytes pour beaucoup boire, beaucoup d'eau et cetera. Moi, je travaille avec NutriPure et vraiment, encore une fois, c'est mon sponsor à l'année, NutriPure. Il m'accompagne dans mes projets sportifs et j'en suis très contente. Vous avez moins 10% sur votre première commande avec le lien dans ma description. Et franchement, j'en suis vraiment très contente. Et ils m'accompagnent vraiment et c'est un vrai partenariat qu'on a ensemble. Et du coup, leurs produits, leurs gels m'ont un peu aussi sauvé la vie dans les montées, etc., que je consomme beaucoup aussi en course à pied. En Espagne, la veille, avec Chloé, on avait acheté moi, je m'étais acheté des empanadas ou des choses comme ça. Quand je la retrouvais, soit elle avait fait des pâtes dans un tub, soit je mangeais des bouts de sandwich en corde et le soir, je mangeais vraiment un vrai repas. Voilà, mais dans la journée, je mangeais vraiment des bars. J'essayais de manger vraiment du pain, du fromage, bananes, bonbons, des noix de cajou. Voilà, un petit peu ça. Quel était ton équipement? Alors déjà, il faut savoir que l'équipement lumière est primordial et hyper important. Lumière avant, lumière arrière rouge. J'avais 2 lumières arrière. J'étais très bien éclairée devant. J'avais une frontale au cas où si ma lumière avant me lâchait. Donc ça, c'est hyper important d'être bien vu. J'avais le gilet aussi réfléchissant. Ça, c'est primordial. Vous roulez de nuit, c'est ça. Si vous n'avez pas ça, ne partez pas. Enfin, vraiment, pour moi, c'est hyper important. Le plus important que quoi que ce soit. Et après, au niveau équipement, comme j'ai dit, moi, j'étais équipée au niveau vêtements par Velor. Si ça vous intéresse, vous avez un code avec Velor. Je vous leur ai demandé de vous faire des petites réductions parce que moi, j'étais hyper satisfaite de ça. Et j'ai vraiment envie de vous partager des bons plans. Donc, n'hésitez pas à aller voir en description. Maintenant, je vais laisser Chloé parler et répondre à certaines questions parce que elle aussi, elle a des choses à dire et vous avez été pas mal à lui poser des questions. Hello! Ceux qui suivent Marine depuis longtemps savent que je me montre rarement et que le principe même de caméra, de me filmer, de faire du fast cam, c'est pas trop mon truc. La preuve, je sais même pas où vous regardez là. Et donc, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées. Et merci pour ceux qui me les ont posées. Et merci à Marine de me laisser m'exprimer dans une de ses vidéos YouTube. La première question, c'était: est-ce que je la suivais tout le temps en mode voiture balai ou est-ce que je l'attendais sur certaines étapes? Et une autre question qui revient un peu au même, c'était: est-ce que je partais en même temps qu'elle le matin? Non, je la suivais pas en mode voiture balai. Parfois, quand je la retrouvais, je la suivais 10 secondes pour la filmer. Mais sinon, non, pour plusieurs raisons. Déjà, je vais faire simple, Marine, elle a envie d'être tranquille, elle a envie de rouler tranquillement. Et surtout, si vous suivez un cycliste en mode voiture balai, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus dangereux qu'autre chose. En gros, imaginez la scène. Si je me mets derrière un cycliste et que je roule plus doucement que d'habitude, puisque je suis à l'allure du cycliste, et qu'il y a une voiture qui arrive derrière moi, elle va à un moment donné décider de me doubler. Et au moment de se rabattre, elle aura potentiellement pas vu qu'il y avait un cycliste devant moi et elle risque de rentrer dans le cycliste en question et donc de causer un accident. Donc évitez au maximum, ou si vous devez le faire, on l'avait fait notamment pour ceux qui suivaient à cette époque sur la Tratopa, vous mettez et un espèce de gyrophare comme quoi vous allez lentement et que c'est normal, et une affiche à l'arrière de la voiture en disant attention cycliste devant la voiture, quelque chose comme ça. Donc pourquoi est-ce que j'étais là au final si c'était pas pour la suivre en mode voiture balai tout le temps? Moi je suis là en mode sécurité, si jamais il lui arrive quelque chose sur le parcours, il faut jamais que je sois trop loin. Mais globalement je calcule toujours pour être à une centaine de kilomètres maximum d'elle, c'est plutôt 75 en général. Imaginez si il lui arrive quelque chose, elle a un accident, elle tombe, elle a froid, elle a une hypo, quelque chose de dangereux, ou juste une grosse démotivation, ça peut arriver. Sur des très longues distances, c'est quand même très cool d'avoir quelqu'un pas loin. Évidemment, il y a plein d'autres raisons. C'est cool dans le coffre d'avoir 1000 ravitaux, c'est cool qu'elle parte le plus léger possible. Et puis au-delà de ça, on voulait juste être toutes les deux et faire cette expérience toutes les deux, chacune à notre format, quoi. Est-ce que je partais en même temps qu'elle le matin?
au début, oui. Ne serait-ce que pour moi, parce que ça me rassurait de savoir que j'étais debout, que j'étais pas loin. Et très vite, je me suis rendu compte que en province, dans les tout petits bourgs, partir très tôt, quand il faisait très nuit, c'était plus dangereux qu'autre chose pour moi. Donc je partais 1 heure et demie après. Mais globalement, il m'est arrivé de me rendormir un peu, mais assez peu. Déjà parce que j'étais toujours un peu stressée quand elle était sur la route et que je voulais toujours être alerte. Ensuite, parce quand elle partait, il y avait toujours des trucs à faire. Il faut rassembler les affaires, ranger la voiture, et ça a l'air de rien, mais en fait, ça prend du temps. Et parce que j'aimais bien, du coup, être à son rythme aussi. Et que globalement, on se couchait plutôt tôt le soir, donc ça passait assez bien. Alors, comment je m'occupe pendant les temps d'attente? Donc, il faut savoir que souvent, en général, quand je suis en expédition, on me demande beaucoup ça, comment je m'occupe. Et globalement, moi, j'ai pas une seconde à moi. C'est difficile à croire, mais j'ai vraiment pas une seconde à moi. En grosse partie parce que j'ai un taf, donc quand vraiment j'ai du temps, éventuellement, je travaille. Je prenais mon ordinateur, j'étais en partage de connexion et je travaillais. Et aussi parce que, en fait, je passais beaucoup de temps à conduire, l'air de rien, dans la journée. À un certain moment, il fallait justement que je range le Airbnb où on était, il fallait que je range la voiture, il fallait que je fasse les courses, que je fasse des machines, enfin j'en sais rien. En tout cas, t'es tout le temps plus ou moins à la disposition du sportif. Et que parfois, je m'occupais un peu de filmer. En fait, on se doute difficilement, mais il y a toujours des choses à faire. Quel est le budget total? Alors, je vous ferai un petit lien vers un Excel où je vous mettrai vraiment tout ce qu'on a dépensé, parce que du coup, j'ai gardé tous les tickets et je vous expliquerai en toute transparence tout ce qu'on a dépensé. Mais globalement, pour aller dans le simple, on en a eu pour 1 000 € de location de voiture, sachant qu'on a pris une voiture pour 11 jours. Avec une option internationale, puisqu'il fallait qu'on passe par l'Espagne et le Portugal, avec les plus grosses assurances. Et oui, et on a pris pas la plus basse, parce qu'on avait envie d'avoir de l'espace, parce qu'il fallait que le vélo rentre dans la voiture pour quand on est allé jusqu'à Lille, et ensuite de Lisbonne jusqu'à Bordeaux, on est remonté en voiture. Ensuite, on en a eu pour un peu moins de 300 € de péage et d'essence. Et on en a eu compté à peu près 100 € par soir pour les hébergements, sachant que nous, on avait fait le choix de prendre 2 chambres pour être tranquille chacune de notre côté. Ça vous donne une idée globale si vous ajoutez les repas. Mais bon, c'était supermarché, hein, c'était vraiment 3 tranches de jambon, tous les ravitaux et 2 coca, enfin bref, pas grand chose. Honnêtement, on a eu 11 jours d'itinérance, je trouve que c'est très correct, sachant que nous, du coup, on a passé un peu nos vacances de rêve en vrai. Est-ce qu'il y a des imprévus qu'on ne voit pas? Globalement, on vous raconte quasiment tout sur les réseaux, on cache rien. Les imprévus que vous verrez le moins, c'est vraiment les moments où elle est... donc là, c'est pas arrivé sur cette traversée, mais où elle est en très 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 grosse démotivation, où elle a très 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 froid, ou en tout cas, moi, c'est des moments où je la retrouve et elle est vraiment hors d'elle-même, quoi. Il y a vraiment... Soit c'est des gros pleurs... ça va vraiment pas du tout, c'est très très dur. Soit, c'est un peu de la sidération. Donc, c'est arrivé il y a 3 ans quand on avait fait Calais-Saint-Sébastien et où, à un moment donné, elle a appuyé sur le mauvais bouton Garmin. C'était une journée qui était difficile, longue, il pleuvait, bref, déjà, ça allait pas trop dans sa tête. Et en appuyant sur le mauvais bouton Garmin, elle a cru qu'elle avait arrêté son parcours et c'était un truc qui l'a motivée trop d'avoir son parcours entier du début jusqu'à la fin. Elle m'a appelée, elle m'a dit « Viens, je suis là ». Et je l'ai vraiment retrouvée assise par terre, en train de pleurer, désespérée. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un petit peu compliqué et c'est aussi à ça que sert une assistance au-delà de la logistique. Voilà. Est-ce que je devais courir partout dans des magasins pour acheter le dîner selon ses envies du jour? Oui et non. Globalement, non, parce qu'elle était tellement forte qu'elle est quasiment toujours arrivée à l'étape suivante vers 16-17 heures. Donc on avait largement le temps d'aller au supermarché ensemble et qu'elle choisisse vraiment exactement ce dont elle avait envie. Mais oui, ça arrive que... elle ait une envie soudaine en disant là je voudrais du jambon pour la prochaine étape, là il me manque du coca, là il me manque... Donc là oui j'y vais. Mais on reste quand même bien évidemment à 100% à la disposition de la personne qu'on accompagne. Et ça peut arriver qu'elle dise j'ai plus de piles à ma frontale par exemple. Et là oui, il faut courir au
plus proche, enfin au magasin le plus proche, trouver des solutions, etc. Mais là, comme tout s'est bien passé, il n'y a pas eu trop de trucs comme ça à faire. Alors une question c'était comment ça s'appelle mon métier et une autre c'était qu'est-ce qui me motive à la suivre tout le temps comme ça. Donc je vais un peu répondre en même temps. Nous, on a une amitié assez particulière avec Marine, donc on est associés aussi dans la vie et on a chacune son métier. Elle, une de ses casquettes, c'est d'être athlète, même si elle aime pas qu'on utilise ce mot, on va dire sportive passionnée et de faire plein de choses. Et on s'est vite rendu compte que ce métier-là, de sportive plus, il avait une nécessité d'en accompagnant qui s'occupait un peu de la logistique, de la compta, de l'image, bref, ça englobe un peu tout et n'importe quoi. Moi, j'en ai fait mon métier et je l'exerce avec d'autres athlètes aussi. Et du coup, quand avec Marine, on se dit, entre meilleures amies, où est-ce qu'on pourrait partir en vacances toutes les deux et kiffer? Le premier réflexe, c'est pas de se dire, ouais, viens, on va aller en Grèce, on va passer nos journées à la plage. Et nous, c'est plutôt de se dire, ok, viens, on se fait une itinérance. On est très indépendantes toutes les deux, donc elle est sur son vélo, qui est un des endroits qu'elle préfère sur Terre. Moi, je suis dans ma voiture, j'écoute la musique à fond, je bosse sur des projets qui me fascinent à côté. Je suis dans mon monde, elle est dans le sien. On se retrouve vers 16h, on a encore toute la soirée pour partager, discuter. On voit des paysages exceptionnels, on voyage, on fait des rencontres. On goûte des nouveaux plats. En fait, on a tout ce qu'on adore dans le côté exploration-découverte. On garde notre indépendance, on garde notre passion. Et donc, c'est ça qui me motive quand je la suis, puisque globalement, c'est toujours à peu près comme ça que ça se passe. Et paradoxalement, c'est aussi ça qui me motive un peu quand je bosse avec d'autres athlètes. C'est que toutes ces aventures-là, ça te fait voyager, découvrir, explorer, rencontrer. Vivre des trucs un peu exceptionnels et c'est trop cool. On m'a aussi demandé comment j'étais arrivée sur le projet, donc ce qu'il faut savoir c'est que ce projet c'était le nôtre, c'était pas simplement le sien, donc en gros c'est vraiment parti d'un questionnement de comment on va passer nos vacances. Et elle avait des envies, elle avait envie d'aller jusqu'à Lisbonne en vélo, elle voulait partir de Bordeaux. Moi je trouvais ça cool, mais pas assez challengeant, ni pour elle, ni pour moi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un défi un peu sportif, un peu extrême toutes les deux. Et c'est moi qui lui ai suggéré de partir de Calais. Alors oui, c'est facile pour moi, parce que c'est pas moi qui suis sur le vélo. Mais si Marine, elle considère que c'est pas une bonne idée, c'est pas faisable, c'est dangereux ou quoi, elle me le dirait. Là, elle y a réfléchi, elle a anticipé, elle s'est entraînée pour. Et moi, j'ai budgété, j'ai organisé, je me suis demandé ce que ça voulait dire niveau logistique, niveau planning, etc. Et let's go. Voilà, j'espère que ce petit débrief vous a plu. J'espère que j'ai pu vous apprendre pas mal de choses, que j'ai pu peut-être vous donner envie de vous lancer dans le vélo. Moi, j'étais hyper contente de partager ça avec ma meilleure amie, de vous partager aussi avec vous. Et c'était un super projet et j'en suis très contente et je suis très fière de moi. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Et la prochaine fois qu'on se retrouve, c'est au marathon de Valence.